Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache et la voix, le visage et l'élan derrière la lutte au VIH-Sida depuis les années 80 au Québec. On lui doit également d'avoir levé le voile et démystifié les infections sexuellement transmissibles qu'avant lui, on nommait des maladies honteuses. D'ailleurs, il est l'un des fondateurs de la Clinique L'Actuelle qui est en première ligne de la détection et des traitements de ces infections. Il est également fondateur de Médecins du Monde au Québec et au Canada. Et à cela ajouter qu'il a récolté plus d'une vingtaine de titres, tous plus prestigieux les uns que les autres, comme entre autres Chevalier de l'Ordre national du Québec et membre de l'Ordre du Canada. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement, parce qu'ici, on n'est pas pressé. Docteur Régent Thomas, merci d'être ici en studio. On est tous les deux dans les mêmes teintes. On ne s'est pas consulté pourtant. J'ai le goût de parler de toi pendant les 16 prochaines minutes, si tu le permets, parce que tu parles beaucoup de ta cause, et de tes causes, devrais-je dire, mais très peu de toi. Et cette année, c'est une année marquante pour toi. Tu es né en 1955. Si je fais un calcul rapide, même si je ne suis pas très bon en maths, ça veut donc dire que tu as 60 ans cette année. Oui, en juin. Quel recul as-tu sur tes 60 premières années de vie? Bien, d'abord, je suis assez à l'aise avec le fait de vieillir, contrairement à... Comme plein de monde, oui, c'est vrai. Vraiment plein de monde, puis contrairement à ce que moi je pensais aussi. Puis c'est un privilège vieillir en plus. Exactement. Puis j'ai été tellement confronté à la mort. Absolument. Alors qu'il faut que j'apprécie de vieillir. Et tu vois, la cinquantaine, j'ai trouvé ça vraiment une belle décennie. C'est une décennie où on a réalisé un peu ce qu'on veut faire dans la vie. On est plus sécure. C'est moins le rat race, hein, comme on dit. Oui, puis plus zen, moins stressé. Donc, ça a été très, très agréable, honnêtement. La soixantaine, je trouve ça plus difficile. Je vais voir comment ça va se faire. Parce qu'on dirait qu'il y a comme une fin de projet un peu dans ta carrière professionnelle. On s'en va vers le bilan, là. On s'en va vers le bilan. On s'en va... Plein d'amis, plein de mes patients prennent leur retraite. C'est pas de quoi j'ai vraiment pensé, mais tout le monde m'en parle. Mes patients me le demandent. Je ne poserai pas la question. Ils ont tous parlé. C'est-tu correct? Ils prennent la retraite. Donc, c'est une décennie qui va être particulière. On va voir. Mais c'est agréable de vieillir. J'ai la chance d'être en santé aussi. J'ai la chance de mener une vie professionnelle. J'ai une vie professionnelle vraiment... Très remplie. Très remplie, très passionnée, très heureuse. As-tu encore beaucoup de rêves? Bien, c'est peut-être plus difficile en vieillissant, les rêves. J'ai accompli beaucoup de mes rêves. Peut-être pas tant que ça, non. C'est plus, on dirait, comme la transition. Que cette transition-là vers... soit un jour la retraite ou l'arrêt de travail ou comment ça va se faire, que c'est plus ça ma préoccupation un petit peu. Parce qu'un docteur peut exercer jusqu'à très tard dans sa vie, là. Oui, absolument. Il n'y a pas d'âge, là. Tu n'arrêtes pas à 65 comme un travailleur dans une usine. Non, là. c'est la chance qu'on a. Oui. L'autre chance qu'on a, Dr. Barrett n'aimerait pas ça, mais on peut travailler moins aussi. Donc, on peut décider de travailler 3 ou 4 jours semaine. Moi, quand je suis au travail, j'aime travailler. Ce que je veux faire dans cette année, à partir de cette année, j'aimerais prendre plus de vacances. Je ne suis pas un gars qui a pris beaucoup de vacances. Quand j'allais plus que 2 semaines, là, c'était rare. Alors, j'aimerais prendre plus de vacances, mais continuer de travailler quand même assez longtemps. Et tu as raison, on peut travailler longtemps. L'autre chose, c'est l'expérience de la médecine. Quand tu es jeune médecin, moi, je me souviens, j'étais médecin à 25 ans, hein, qu'on connaît tout et qu'on sait tout et qu'on sort de l'université et qu'on est dans les meilleurs. Mais en médecine, il y a quelque chose qui s'appelle l'expérience du clinicien. Alors, le vieux doc, là. Oui, qui a beaucoup de recul, de vécu, parce que la médecine, c'est une science, mais c'est aussi un art. Et c'est ce mélange des deux aspects de la médecine qui est intéressant. Et donc, tes relations humaines... Quand tu as 25 ans, que tu es confronté à des personnes âgées, quand j'étais jeune médecin, ou à la mort, tu sais, il manquait peut-être un petit peu d'expérience humaine. Puis avec le temps, en vieillissant, on acquiert tout ça. Puis ça, bien, ça fait partie de la relation patient-médecin qui est extrêmement primordiale.
Mais dans ton domaine, et tu l'as dit, tu es confronté à la mort tout le temps. Et si tu avais choisi la pédiatrie, peut-être que ça aurait été une médecine plus facile à faire aussi, non? Écoute, oui, mais en pédiatrie, des enfants malades aussi. C'est vrai. Une fatalité aussi. Tous les aspects de la médecine ont quelque chose. C'est sûr. Moi, je n'ai pas choisi, hein. C'est un hasard, l'arrivée du sida un petit peu dans ma vie. C'est vrai, parce qu'au moment où tu étudiais, personne ne connaissait. Ça n'existait pas. J'ai terminé ma médecine en 79, puis le premier cas de sida officiellement a été déclaré en 81. Donc, ce qu'on appelle le patient zéro, hein, c'est ça? Le patient zéro, où ça a été décrit dans la littérature scientifique, c'est en 1981, où on a découvert en fait 5 patients, 5 jeunes hommes qui avaient une atteinte du système immunitaire, puis on ne savait pas pourquoi. C'est vrai que c'est parti de Montréal? Ben oui, la rumeur... C'est une légende urbaine? C'est pas tout à fait une légende, mais en Amérique du Nord, il y aurait eu un premier cas qui a eu, disons, beaucoup d'impact au niveau de la transmission. Cela dit, d'où ça vient? La réalité, ça vient de chez les singes. Alors... Donc, quelqu'un aurait copulé avec un singe? Non. Ben, c'est ça que je veux savoir. Parce que tu sais que dans les légendes urbaines, il y a ça aussi, là. Non, alors, ça existe depuis le milieu du 19e siècle, de 1860 à peu près, les premiers cas de sida, où maintenant on a le recul avec toutes les analyses génétiques qu'on peut faire. Alors, c'est ce qu'on appelle des zoonoses. Les zoonoses, c'est une maladie qui est transmise d'un animal à l'homme, et c'est probablement des chasseurs. Alors, des chasseurs qui se sont blessés avec... Qui ont été contaminés par le sang. Qui ont été contaminés, ou qui auraient mangé de la viande crue à l'époque. Et là, il y a eu une transformation du virus qui ne tuait pas l'animal. Le virus du sida chez les animaux, chez les singes, les macaques, cause des anticorps, mais il ne Comme mourrait le chat, pas. il y a le sida du chat aussi. Oui, et il ne mourrait pas. Et en se transformant chez l'homme, il a fait un virus plus résistant, si tu veux, et mortel. Puis toi, tu rentres début vingtaine dans ta pratique. Oui. Et lentement et sûrement, tu t'en vas dans cette voie-là. Bien, moi, je travaillais à Verdun, à la clinique de l'Ouest à Verdun, avec avec 2 autres médecins, un qui était gynécologue et sa femme. Et quand on est jeune médecin, c'est assez drôle, c'est une grosse clinique, polyclinique, il y avait plein de médecins. Dès qu'il y avait une maladie transmise sexuellement, on nous les transférait. Okay. Les médecins plus vieux étaient mal à l'aise avec les questions de sexualité, ou ça les intéressait moins. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au MTS. Qu'on appelle maintenant les ITS. Oui, les ITS. Donc, l'autre, il y avait un gynécologue et sa femme. Puis après, il y a eu le Dr Marchand à la Cité. Et les 4, on a décidé de fonder la première clinique, au Canada d'ailleurs, pour les MTS en 1984, au coin de Sainte-Catherine. Ça, c'était l'annexe. C'était l'annexe. Au coin de Sainte-Catherine et Amherst. Okay, donc... Alors, les gens disaient, vous êtes allé dans le village gay. C'est pas vrai, il n'y avait pas de village gay. Ça n'existait pas encore, le village gay. Non, c'est à peu près le début du village gay. Mais c'était le centre-sud, donc un quartier défavorisé. Oui, c'était un de nos choix. On avait choisi d'aller à un quartier défavorisé, je m'en souviens très bien. C'était très important pour mon collègue, le docteur Marchand. Et on avait choisi d'aller près de l'université, près du cégep, près de la rue Saint-Denis. Tu es proche de l'hôpital Saint-Luc à ce moment-là? Proche de la rue Saint-Laurent aussi, où on savait qu'il se passait des choses. Alors, c'était l'idée au départ, c'est en 84, et on parlait très peu du sida, on en parlait un petit peu. Mais moi, j'avais eu un cas en 82. On parlait peu du sida, mais on commençait à en parler. Et très tranquillement, Éric, entre 84 et 87, on a commencé à avoir des cas de sida. C'est exponentiel à ce moment-là. Oui, et ça a continué. Puis toi, en tant qu'humain, quand tu vois ça, quand tu vois se préciser, je te dirais presque cette mission, je pense qu'elle l'est devenue au fur et à mesure, là, ça change quoi dans ta vie? Bien, Est-ce que tu envisageais de faire une petite médecine tranquille, puis d'avoir une belle vie? J'avais fait un petit peu de médecine familiale au départ, puis j'étais pas très heureux. Non, t'aimais pas ça? C'est drôle, ça va revenir après, mais à l'époque, non. C'est à l'époque où la médecine familiale était très défavorisée. C'était le spécialiste, on avait mal à l'oreille, puis on voulait avoir un ORL. On avait mal à la gorge, on voulait avoir un ORL. C'était un peu à cette époque-là. J'avais fait de l'urgence, que j'aimais beaucoup. J'avais fait des accouchements à Rimouski. J'ai commencé à Rimouski. J'avais fait vraiment de médecine générale à Rimouski intéressante. Puis quand je suis arrivé à Montréal, là, c'était un peu moins intéressant au niveau, je trouvais, de la médecine familiale. Et c'est pour ça que cette expertise-là
en maladies transmises sexuellement était intéressant. C'était des jeunes. Il y avait beaucoup de stigmatisation déjà pour les MTS à l'époque. Puis les gays aussi, il y a tout... Et les gays, donc oui. tout ce cheminement, la libération sexuelle, les femmes. Les femmes avaient eu beaucoup de mauvaises expériences chez des médecins, chez des gynécologues, pour avoir eu une MTS, c'était fait traiter de toutes sortes de noms. Alors, c'est l'expérience qu'on avait. Je disais, c'était les maladies honteuses. Oui, c'est les maladies honteuses. Alors, on était la première clinique au Canada, en dehors d'un hôpital, à ouvrir. Et tout le monde nous avait dit que ça ne marcherait pas. Tout le monde avait prévu. Il y a quoi, plus d'une vingtaine de médecins aujourd'hui à la clinique 30 médecins. 30 médecins. On est parti à 4 médecins. Aujourd'hui, il y a 30 médecins, 8 infirmières, un laboratoire, une pharmacie, la recherche. C'est un gros centre. C'est le plus gros centre au Canada. Bon, à part le fait que tu as pratiqué pendant toutes ces années, puis ça te fait quoi, 20 et quelques... Non, 30 et quelques 30 années. ans à l'actuel, on l'a fait en 84, donc 31 ans. 31 ans cette année. Et j'ai gradué en 79, donc 36 ans de pratique. Mais toi, pendant tout ce temps-là, il faut quand même que tu te renouvelles, il faut que tu apprennes des nouvelles choses, des nouvelles approches. Oui, mais c'est ça qui est extraordinaire avec le sida, on ne connaissait rien. Ouais. Alors, quand les premiers cas de sida que j'ai vus, il n'y avait même pas de test à l'époque. Le test du VIH qui est arrivé en 85, ils sont de la clinique, on voyait des gens malades, des gens avec du sarcome de Kaposi, et on a tout appris avec nos malades. Puis toi, d'être, et je l'ai dit en début d'émission, la voix, le visage et l'élan derrière la lutte au VIH-Sida à ce moment-là, est-ce que ça a été difficile à porter sur tes épaules? Des bouts, oui, parce que... des bouts, oui. Je vais d'un party, puis tout le monde pense au MTS. Hein, ça fait que c'est pas bien le fun. Ouais, c'est ça. C'est un peu l'image de ça. C'est pas winner, tu sais. Des bouts, oui. Des bouts, ça a été difficile. Mais ce qui a été le plus difficile, c'est surtout la souffrance des malades, le rejet des malades dans le système, dans les hôpitaux, dans les écoles. Nous, on a tous vécu ça avec nos patients. Parce qu'on avait peur. On ne savait pas à quel point c'était transmissible à ce moment-là. Les gens avaient beaucoup peur. C'est la peste du... C'est la peste des temps modernes. Des temps modernes. Oui. Ma famille avait peur pour moi. Mes parents avaient peur. Bon, justement, revenons à ta famille. Tu as grandi, en fait, tu es né à Tracadie. Oui. Tilley Road. Comment ça s'appelle? Tilley Road. Tilley Road. C'est un rang à 20 km de Tracadie. Grosse famille? J'ai un frère et une sœur. Petite famille. Père charpentier. Mère plutôt à la maison quand on est jeune, qui va aller travailler un peu plus tard. Mère très, très féministe, très engagée, et qui va nous inculquer beaucoup les valeurs. Beaucoup, je dis ce que j'ai fait dans ma carrière, revient beaucoup à la façon dont j'ai été élevé. Parce qu'elle n'était pas seulement féministe, elle était aussi activiste. Elle était, à l'époque... Oui, mais c'est ça. Dans ce qu'on pouvait faire. Il faut remettre, oui, c'est ça, dans le contexte, absolument. À l'époque, dans le contexte, je me souviens, on avait eu des grèves à la polyvalente. Une anecdote niaiseuse, il y avait une grève pour que les filles n'avaient pas le droit de porter la mini-jupe en 9e année. Et ma mère avait participé à la marche pour que les filles aient le droit de porter la mini-jupe. Mais d'autres choses plus importantes aussi. Donc, ma mère était orpheline de père et de mère à 12 ans. Donc, elle avait connu vraiment la grande misère, la grande souffrance et la stigmatisation de la pauvreté. Donc, elle nous a vraiment élevés dans ce sens-là de l'égalité, d'aider son prochain, j'imagine, sûrement. D'aider son prochain, et les préjugés. Il y avait beaucoup de préjugés, par exemple, chez les Indiens au Nouveau-Brunswick et chez les assistés sociaux. Et nous, on n'a jamais été sous l'aide sociale. Père charpentier, classe moyenne. On s'arrangeait. Des hivers, c'était plus dur. Du chômage. On a eu du chômage, mais jamais de l'aide sociale. Et quand les gens parlaient contre les assistés sociaux ou les Indiens, ma mère, ça la choquait beaucoup. Puis elle nous disait, vous ne colportez pas ces préjugés-là. Alors, tu vois, le genre, dans les années 70, les années 60, son permis de conduire. Mon père avait acheté une auto, puis il était revenu. Mon père travaillait souvent dans le Nord. Puis il avait dit à ma mère, si tu veux, tu peux conduire l'auto. Mais elle a dit, j'ai pas attendu après toi, j'ai mon permis, puis elle conduit quand je veux. Donc, tu es une femme à l'avant-garde, d'une certaine façon. Très, très à l'avant-garde. Est-elle toujours de ce monde? Non, elle est décédée. Elle est décédée. Elle était très, très à l'avant-garde, très épris de justice,
très important pour elle qu'on étudie, qu'on passe à d'autres choses. C'est-tu elle qui t'a poussé vers la médecine? C'est pas elle qui m'a poussé. Moi, à 5 ans, ma grand-mère m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, puis j'ai dit médecin. Puis elle m'a dit... Comment ça fait que tu savais ça à 5 ans? Je ne sais pas. Mais à 5 ans, je te jure, j'ai répondu médecin. Et moi, je viens pas d'une famille riche, en non, c'est religion. ça. On n'est pas supposé de devenir médecin, de rêver à ça. Puis ma grand-mère m'avait dit, bien, si tu deviens prêtre, je vais te laisser mon héritage. Mais elle n'avait pas d'héritage, ma grand-mère. Alors après, j'ai toujours continué comme ça. Puis mes parents m'ont toujours comme encouragé. Évidemment, j'étais bon à l'école, tout ça. Ce qui fait que j'ai toujours rêvé d'être médecin. Ça a toujours été mon rêve. Et tu as réalisé ça. Oui. Réaliser ton rêve, ce qui n'est pas le cas de bien du monde dans la vie, là. C'est très important. C'est peut-être pour ça que je te dis que je vieillis bien aussi. Ouais, c'est ça. J'ai réalisé mon rêve, j'ai été heureux là-dedans, j'ai fait un travail passionné, j'ai des rencontres touchantes toute ma vie. Chacun de mes patients, c'est un livre, c'est un film. Puis c'est ça, ça défile à journée longue dans mon bureau. Tu l'as sûrement entendu, les docteurs sont une des branches, une des professions où il y a le plus de suicides. Y a-tu eu des moments où tu as été vraiment déprimé face à ton métier? Moi, j'ai été plus déprimé. Il y a eu 2 moments dans ma vie. Ça a été plus à l'adolescence, où j'étais Plus vraiment... sombre, peut-être ouais, plus sombre. plus sombre, plus à l'adolescence. Puis après ça, dans les années 90, quand tous mes patients mouraient, la plupart de mes patients mouraient... C'est l'impuissance, là, à ce moment-là. Oui, après 6 mois. La survie moyenne était de 6 mois. L'âge moyen de mes patients était 30 ans. Et on n'avait pas de trithérapie, on n'avait rien. 30 ans, c'est ton âge, ou à peu près, même... Oui, j'ai ouvert la clinique quand j'avais 29 ans. Bon, ben c'est ça. Oui. Donc, tu voyais des gens de ton âge, Oui, des hommes et des gens de mon femmes, âge. mourir là, Oui. devant toi. Oui, puis avec rien à offrir, pas d'espoir d'un vaccin, d'un traitement, rien. Tu sais, moi, quand la trithérapie est arrivée, j'y croyais pas, là. Je pensais que ça allait être l'histoire de toute ma vie professionnelle. Et je suis allé étudier en philosophie à l'Université de Montréal, justement. ouais, pour m'aider à prendre du recul. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et fait réaliser que, bon, les philosophes grecs parlaient de l'euthanasie. Ça, on pense qu'on a tout inventé, nous, avec les médias. Puis On oublie, hein, Ouais. qu'on a un grand Alors, ça a passé. apporté comme un recul, puis ça m'a fait du bien. Je suis entouré de jeunes. Je travaillais à temps partiel, puis j'étudiais à temps partiel pendant 2 ans. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai plein d'autres questions pour toi. De toute façon, on a du temps devant nous, tu le permets? Oui. On fait une courte pause de quelques instants, toujours avec le docteur Régent Thomas, puis on passe à ce prochain bloc où on va continuer à jaser ensemble. Docteur Thomas, 5 sujets. On va essayer de passer au travers. Oui, Si on passe OK. pas au travers, c'est pas si grave, OK? Oui. Le premier de tes 5 sujets, c'est l'épidémie du VIH et les recrudescences des infections transmissibles sexuellement. Et tu dis, rien n'est encore réglé. Et tu l'as mentionné, avec la trithérapie, on a allongé de beaucoup l'espérance de vie. D'ailleurs, un de mes meilleurs amis est atteint du VIH. Il a eu 60 ans il n'y a pas si longtemps. Mais en même temps, il y a toute une nouvelle génération qui prennent des risques. C'est un peu ça, dans le fond, non? Bien, c'est exactement les avancées scientifiques. Aujourd'hui, on a des trithérapies. Tu te souviens, à l'époque, Éric, les gens prenaient 20-30 comprimés par jour. Maintenant, on a des trithérapies à 1 comprimé par jour. Ça a simplifié beaucoup la vie des malades. On a des trithérapies moins toxiques, plus efficaces, c'est extraordinaire. L'espérance de vie est même meilleure, on pense, chez les patients VIH que non VIH. J'ai l'impression que mon ami va mourir de VIH plutôt que de sa maladie. Mais absolument. Il va mourir de d'autres choses que du sida. Et comme je te disais, il y a des études qui pensent que les patients VIH vont vivre plus longtemps que les non-VIH. Ah oui? Parce qu'ils ont un médecin de famille Qui les suit. qui les suit. C'est bien trop Il y a vrai. un suivi régulier, la prévention au niveau des cancers, des maladies cardiovasculaires. C'est Alors, vrai. on a des études actuellement qui sont en train de démontrer qui ont une espérance et une qualité de vie aussi. C'est pas juste l'espérance Oui. de vie. Bien, en même temps, ça a fait que on parle moins du sida, on a l'impression que c'est réglé, que... Tu sais, il y a des gens qui Est-ce que pensent ça que diminue? c'est... Est-ce que ça diminue Ben, la propagation du sida? C'est-à-dire que dans certains pays, oui. Au Québec, là, on a un taux élevé. L'an passé, il y a eu 370 nouveaux diagnostics de VIH au Québec. Donc, des gens qui se sont fait dire dans le bureau, vous Ouais. avez le VIH. Donc, c'est quand même beaucoup, 370. Est-ce que ce sont généralement une population plus jeune qui est... C'est jusqu'à 40 ans.
Le tiers des cas ont en bas de 30 ans et il y a le groupe des 30-40 ans qui sont aussi très touchés. Plus des hommes que des femmes? Plus des hommes que des femmes. La population gay est plus touchée. Chez les toxicomanes, il y a eu une baisse parce que le problème des échanges de seringues et tout ça ont donné des résultats. Et là, tu es confronté à une nouvelle génération qui n'ont pas eu d'éducation, il n'y a plus d'éducation sexuelle depuis 2003 justement, dans les ça, écoles. on va en parler dans quelques instants. Qu'il n'y a pas eu de grande campagne, il n'y a plus de campagne, vrai, même au niveau des MTS. Alors, depuis 5-10 ans, on voit une explosion des maladies comme la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis. La syphilis qui avait disparu. Qui avait disparu? 98, 3 cas de syphilis au Québec. Puis maintenant? 6 à 700. 600 à 700. Ouais. C'est tout ça qui avait tué Al Capone, la syphilis? C'était tout ça? Ou je ça sais. avec, en tout cas. Je dis ça comme ça. Puis il y a aussi le VPH. Le VPH, les condylomes, on a la chance d'avoir un vaccin maintenant. Bon, il y a beaucoup de gens anti-vaccins, malheureusement, mais ce serait un des premiers vaccins qui peut prévenir du cancer. Le VPH est responsable de nombreux cancers chez les femmes dans le monde. Et on a la chance d'avoir un vaccin. Malheureusement, il est cher, puis il y a des questions de prix. Est-ce que je me trompe si je dis que les pratiques sexuelles n'ont jamais été aussi, je vais dire hard, excusez-moi l'anglicisme, mais ce que l'on voit en ce moment, les rapports entre les hommes et les femmes, ou même entre les hommes et les hommes et les femmes, n'a jamais été aussi, je vais dire, cru. Oui, je sais pas. La sexualité, hein, c'est quelque chose de bien spécial. Les gens... les gens vivent leur sexualité de certaines façons, puis les personnes ne racontent pas tout non plus. Mais toi, tu as dû voir un changement. Moi, le changement que je vois, c'est qu'avant, les gens se protégeaient, puis ils se protègent plus. Plus du tout. Pas plus du tout, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est quoi? C'est le risque qui est excitant ou c'est parce qu'ils pensent juste pas? C'est parce que c'est un mélange de facteurs. Le sida se traite, il n'y a plus de campagne, de publicité, on ne connaît pas bien l'information, on va sur Internet, il y a trop de choses, il y a toutes sortes de choses sur Internet, du bon comme du pas bon. Donc, c'est pas comme ça qu'on fait un système d'éducation sexuelle. Et la jeunesse restera toujours la jeunesse, hein? Ouais. La jeunesse va toujours prendre des risques, que ce soit... C'est inhérent. Oui. C'est inhérent à la jeunesse. Alors, et bon, il y a tout, avec Internet, l'arrivée de la pornographie qui joue un grand rôle aussi. Ou rarement, il y a des rapports avec condom, de ce que je peux voir. Exactement. Alors qu'avant, même dans les films homosexuels, maintenant, je dirais avant, il y avait toujours un condom. Là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. L'autre chose qui joue un grand rôle au niveau des ITS, c'est les réseaux sociaux. Grindr, Tinder, Grindr pour la communauté gay, Tinder pour la communauté hétéro. Nous, avant, la majorité des gens qui avaient eu un contact d'MTS, c'était suite à une rencontre dans un bar ou quelque chose comme ça. Maintenant, c'est suite à une rencontre par réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Depuis 2 ans, c'est la première raison. Donc, ça a changé. Ça ira pas en diminuant, donc. Oui, c'est un peu décourageant de dire ça. Bien, je pense qu'il faut revenir au fait que mieux vaut prévenir que guérir. Puis il y a des pays qui réussissent. On peut aborder la question de l'éducation sexuelle. Oui, justement. Les pays nordiques, Suède, Norvège, ces pays-là qui sont très avant-gardistes. À partir de quel âge est-ce qu'on montre ça aux enfants? Au primaire. Au primaire. On commence au primaire. Écoute, on ne parle pas de la pénétration au primaire, mais on commence par un programme qui respecte leur âge, qui respecte... Il y avait ça, des cours d'éducation sexuelle dans les écoles avant? Oui, il y en avait. Ça commençait vers... Je me souviens plus si c'est la 9e année ou... En tout cas, moi, je sais que j'en ai eu. Oui, il y en avait. En 2003 ou 2004, il n'y en a plus. Donc, il n'y en a plus depuis 10 ans. Puis ça arrivait dans un mauvais timing parce qu'en même temps, le sida, on n'en parlait plus beaucoup. Il n'y avait plus beaucoup de campagnes, il n'y a plus d'éducation sexuelle. Ce qui fait que ça fait juste favoriser l'éclosion des ITS. Mais les pays où ils en font vraiment... réussissent à avoir des succès de protection des ITS, du VIH et des grossesses indésirées aussi. Mais écoute, ça fait 2 ans qu'on nous dit que ça va reprendre au Québec. Je ne sais pas quand. Peut-être qu'on n'aurait pas dû dire jusqu'à quel point on pouvait vivre du sida. Comme ça, les gens se seraient peut-être plus protégés. Ouais. À un moment donné, on a eu l'impression que c'était réglé sur cette affaire-là. Ouais. Hein? Bien, je pense qu'il aurait fallu faire des campagnes Continuer. Continuer avec les nouvelles réalités du sida. Quand j'annonce à un jeune garçon ou une jeune fille à 22 ans qui est séropositif, c'est pas une bonne nouvelle.
Puis il ne sort pas de mon bureau, il y a juste une pilule à prendre. C'est ça. C'est pas ça la réaction. Donc toute sa vie va être perturbée. Ses relations sexuelles. Ses relations sexuelles. Son estime de lui. Son estime, la culpabilité. Pourquoi j'ai attrapé le VIH? Je ne serais pas supposé. C'est bête. Je veux dire, c'est un moment où tu devrais vivre quelque chose d'extraordinaire dans une relation sexuelle et pow! C'est une sentence, d'une certaine façon. Toute ta vie est bouleversée, même si tu ne mourras pas de ça probablement. C'est probable. Mais qu'est-ce que je vais faire comme travail? Toutes les implications. Et c'est là où on aurait dû faire des campagnes qui vont dans ce sens-là, avec les nouvelles réalités du sida. Il y a trop de gens qui ont la réalité du sida des années 80, puis il y a trop de gens qui pensent que le sida n'existe plus. Mais ils ne t'écoutent pas. Non, mais je veux dire... Ça n'a pas l'air. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas tout seul. J'espère avoir la responsabilité. Mais toi qui nous as éveillés, t'es la Jeannette du sida au Québec. Là. Je dis ça d'une façon bien positive. Là. On a fait avec Jeannette dans les années 80, 90, mais il ne se fait plus rien comme ça. Parlons de la vulnérabilité sociale. Puis même stigmatisation, là, en même temps. Bien, c'est peut-être... On disait que on a fait des grandes avancées au niveau scientifique, puis malheureusement, au niveau social, il n'y a pas eu tant de grandes avancées. Les gens qui ont le VIH... tu sais, ma plus jeune patiente, elle a 20 ans. Elle est née avec le VIH. Donc, elle l'a eu de sa mère ou de son père? Oui, de sa mère. De sa mère. Ça ne se transmet pas du père, hein, c'est ça? Non, la mère va infecter. Oui, c'est ça, va infecter la mère. OK. Et ma plus vieille a 91 ans. Alors, tu sais, on parle de gays. Oui, il y a des gays, mais il n'y a pas juste des gays. Il y a toutes sortes de monde, il y a toutes sortes de destins. Et ces gens-là vivent beaucoup, beaucoup dans l'isolement, la solitude. Parfois, on est la seule personne au monde qui savent qu'ils ont cette maladie-là. Contrairement au cancer. Si tu apprends que tu as un cancer, c'est pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise maladie, mais moi, quand je vais dans les écoles, c'est plus accepté, si tu apprends que ton professeur a un cancer, vous allez y envoyer des fleurs, ça, des il cartes, va t'entourer. La personne avec le sida va souvent être tout seul à l'hôpital, peut-être un ami qui va le savoir. Donc, c'est vécu dans la solitude, dans l'isolement, et les gens sentent encore beaucoup ces préjugés-là. Attends, 30 ans de sida n'a rien changé à l'image qu'on s'en faisait au début? Bien, je pense qu'il y a moins la peur. Oui. Donc, à ce niveau-là, on a avancé. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de préjugés. Maintenant, quand les gens avaient le sida dans les années 80, comme la maladie n'existait pas et il n'y avait pas la connaissance, il n'y avait pas cette culpabilité-là nécessairement d'avoir attrapé cette maladie-là. Aujourd'hui, en 2015, tu n'es pas supposé contracter le VIH. Tu es supposé savoir comment te protéger. Et c'est là où arrive la question de la vulnérabilité. Il y a des gens qui ont une vulnérabilité sociale. Il y a des gens qui ont des problèmes de drogue, il y a des gens qui ont des problèmes de dépendance psychologique amoureuse. Oui. Il y a des gens qui tombent en dépression, qui prennent des risques. Donc, ça, c'est tous des facteurs qui font que ça met les gens à risque. Pourquoi il y a encore des gens qui ont le VIH, qui contractent aujourd'hui? C'est à cause de cet ensemble de facteurs-là. C'est pas juste la connaissance. Non. Comme quelqu'un disait, si avec la connaissance, on réglait tous les problèmes, bien, il n'y aurait plus de gens qui fumeraient, il y aurait plus d'obésité, il y aurait plus plein de choses. C'est la même chose. Et là, tu es dans la sexualité en plus. De quoi de bien, bien personnel. Une pulsion, là. Bien, ça fait partie de la vie, c'est normal. Puis on peut pas dire que c'est là qu'on est le plus intelligent. Hein, quand on s'en va avoir une relation sexuelle. Là, puis en plus, il y a de l'alcool, puis il y a de la drogue, il y a des facteurs encore plus. Puis il y a des malchances. Tu tombes sur la mauvaise personne qui t'avait dit je suis correct, inquiète-toi pas, puis baclard. Oui. Puis les gens font confiance. C'est un petit peu là où est le problème. Les gens font confiance, mais en même temps, la vie, il faut faire confiance un petit peu aussi. Il faut faire confiance, mais pas trop. Juste assez pour se protéger soi-même. On continue avec le docteur Régent Thomas. Ce soir, nos âmes s'envolent, ensemble on perd sa nuit. Ce soir, on s'abandonne sous les sons de nos cris. Régent, tu le sais, nous sommes la somme de nos expériences, mais également de nos réflexions face à la vie. Et c'est ça, ce prochain bloc. Donc, des moments qui ont changé ta vie. Le premier de ces 3 moments, c'est le jour où tu as été accepté en médecine.
Comment est-ce qu'on le sait qu'on est accepté en médecine? On le sait reçoit une avant, lettre. On le sait Non, pas avant? Non, j'ai reçu une lettre. Une lettre par la poste. À l'époque. À l'époque, il y avait ça, oui. Il y avait ça. Oui. Avec un timbre sur l'enveloppe. Oui, là. oui. C'est extraordinaire. J'attendais, ça faisait comme une semaine. On savait que ça s'en venait. Est-ce que tu sais pas si tu as réussi ton examen? Non, tu sais pas. Tu as fait une entrevue, donc tu sais pas trop. Et là, j'ai ouvert la lettre. Je pense que c'était le 18 juin, la veille de ma fête. J'avais 19 ans, 18 ans. Et ça a été comme extraordinaire parce que donc le rêve que j'avais depuis toujours, depuis l'enfance, se réalisait. Mais là, tu n'es pas Et pour reçu ma médecin. famille. T'es-tu Non, reçu là, médecin? je rentre Ça, en médecine. Tu rentres en fac. Non, je rentre en médecine. Mais le fait d'être accepté, Oui, là, tu bien comprends, sûr. c'était le plus gros... J'avais dit à mes parents, si je ne suis pas accepté en médecine, je vais aller en théâtre. Ça avait été comme... Pauvres parents. Oui, ils étaient bien découragés. Mais tu vois, je suis pas étonné que tu dises ça. Parce que tu as une fibre artistique très grande en toi aussi. Là. Ben, la communication, c'est quoi? ça. Tu sais, journaliste, Oui. tu sais, c'est des choses qui auraient pu m'intéresser. Fait que toi, tu s'ouvres l'enveloppe, tu sais que Ah tu en ouais. as pour, quoi, 7 ans à ce Oui, moment-là? à peu près. Puis là, c'est le départ de la campagne. Ben oui, il faut que tu partes vers de la Tracadie. ville. Là. Oui, là, je m'en allais Parce que à tu pars de Québec. Tracadie, tu t'en vas à Moncton, c'est-tu? Ben non, là, j'avais fait Moncton. Moncton, OK. tu l'avais fait. Ouais. Fait que là, tu t'en vas à l'Université À Laval? l'Université Laval, en À médecine. Québec. Oui. Puis là, pour moi, c'était tellement... C'était New York. Tu sais, aujourd'hui, Ben, je j'ai fait comprends. le tour du monde, mais c'était très, très gros. Vraiment quitter la famille pour la première fois, jeune. C'était là, comme la vie commence, là. C'était extraordinaire. Est-ce que tu pouvais vivre ton homosexualité à Tracadie ou pas Non. du tout? Bien là, j'étais pas du tout là-dedans. Non, ça a commencé. Ben ça commençait, mais j'étais pas... C'est là où j'ai eu une période noire. OK. Je te disais tantôt à l'adolescence. Tu avais un questionnement. quoi. J'avais un questionnement, je savais pas trop ce qui se passait. Tu sais, c'est pas comme aujourd'hui, là. Non. On n'avait pas de modèle, on n'avait rien. Je venais d'un milieu très, très catholique. C'est clair que ça passerait pas dans la famille. Ben, avais-tu eu une petite blonde? Ben oui. Oui, c'est ça. Il fallait. Non, mais... En même temps. J'avais pas eu ça non plus. J'avais eu une blonde, d'ailleurs, pendant plusieurs années. Et donc, là, à l'Université de Moncton, ça commençait à me questionner, puis ça va être plus tard que je vais l'accepter, finalement, je veux dire. Quand tu dis plus tard, est-ce qu'on est à Québec ou c'est plus à Oui, Montréal? encore plus Montréal. À Québec, ça commence, mais c'est plus à Montréal, j'arrive. Puis c'est une des raisons pourquoi je vais quitter Rimouski en région. Je trouve ça plus difficile à vivre. On est le début des années 80, il y a encore beaucoup de préjugés, il y a encore beaucoup de tabous. Ça te fait quoi quand tu enlèves ce boulet que tu traînes depuis des années? Mon Dieu. Puis c'est probablement pour ça aussi mon travail qui s'est orienté vers ça aussi. Je pense que finalement, j'ai donné ma vie aux malades du VIH, mais à la communauté gay Bien aussi. sûr, parce Oui. que c'était la première qui était stigmatisée là-dedans. C'est la première qui était stigmatisée. Mais ça va prendre du temps avant que j'en parle publiquement. Ça va être très, très long. Je vais le vivre avec mes amis au milieu de travail, il n'y a pas de problème. Mais je voyais pas comme la nécessité de faire un coming out, comme aujourd'hui, tout le monde fait son coming out à 16 ans. Je le voyais pas comme ça. J'en parlais pas dans ma famille. C'était quelque chose qu'on... Comment ils l'ont pris, ta famille? On aborde... Ma mère l'a très mal pris. C'est drôle. Ouais, Toi, j'aurais ouais. plus pensé papa qu'à moi. Ben oui. Puis mon père l'a appris beaucoup plus tard et mon père l'a très bien pris. Mon père, en 24 heures, c'était réglé. T'es-tu sérieux? Oui, ma mère, ça a été très, très difficile. C'est la religion qui a fait ça, peut-être? Mais pourtant, ma mère n'était pas religieuse. Mon père était religieux, puis ma mère était un peu réactionnaire face à la religion parce qu'elle avait vécu les prêtres qui allaient... On n'avait pas une grande famille, on était 3 enfants. Elle avait vécu le prêtre qui venait tous les week-ends lui dire de faire des enfants. Donc, elle n'aimait pas tellement les prêtres. Je ne sais pas. Je pense que c'était... peut-être le social, peut-être c'était le paraître, c'était peut-être le... Ça a-tu bousillé votre relation à la fin de sa vie? Pendant un bout de temps. Puis c'est revenu? Alors que j'étais... Ouais, c'est revenu, mais c'est des choses qu'on n'abordait pas. C'est drôle, hein? Et... Ça te touche, hein? c'est difficile parce que Ouais, je c'était la personne où j'étais le plus près. Ah oui, c'est ton Puis idée. avec mon père, ça a été super facile. Puis mon père, je suis toujours arrivé plein d'amis, puis ça a toujours été... Arcade qui va avoir facile. 88 ans demain. Oui, demain. Oui, demain. Quel même âge, ou à peu près que mon père. Mon père a 89 ans.
Oui, j'ai des bons gènes. Il est très en forme. Oui, puis en même temps, on voit, parce que là, c'est les derniers moments de la vie de nos parents. Oui. Hein? Oui, quand ma mère est décédée, ça a été très, très difficile. On ne peut pas s'imaginer. Moi, j'ai une maison au Nouveau-Brunswick où mon père vit dedans. Et donc, je descends régulièrement, mais tu sais, l'autre jour, je pensais à ça. Je dis, il me semble que quand mon père va être mort, ça va être tellement difficile de venir dans cette maison-là. Oui, ça va être tellement vide. Pourtant, tu es confronté à la mort à tous les jours ou à toutes les semaines, je veux dire. Oui, mais on dirait que ça s'apprend pas pareil, hein? Ça s'apprend pas non plus. Moi, mon père est très religieux, donc lui... Lui, s'en va au ciel. Oui, lui, il s'en va au ciel. Puis je pense avec raison qu'il va vraiment aller au ciel. Il l'a mérité, C'est vraiment une bonne personne. C'est ça. C'est vraiment une bonne personne. Alors lui, il est convaincu qu'il s'en va au ciel. Mais tu vois, mon père n'aime pas du tout parler de la mort. Toi, Moi, ça me dérange pas. même face à ta propre mort? Non, pas du tout. Moi, je suis super à l'aise de parler de ça. J'ai pas... Écoute, il faut l'aide avec le travail que je fais si j'étais pas à l'aise de parler de ça. On dit souvent que c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé aussi. Oui, mais écoute, j'ai appris aussi, mais non, moi, j'ai aucun problème. Je pense, comme tout le monde, c'est plutôt le vieillissement, c'est plutôt de vieillir en santé, c'est plutôt ça qui nous inquiète que de mourir. Moi, je suis pour l'euthanasie, je suis très content de la position de la Cour suprême. Oui, ben justement, tu penses quoi de la réforme Barrette? Ah, ça, c'est autre chose. Bien, la réforme, il y a un vrai problème d'accessibilité aux médecins, puis ça, je pense que tous les médecins, on est d'accord. Maintenant, il y a une façon de faire. Je pense que le plus difficile avec le Dr Barrette, c'est qu'on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Je pense que c'est ça le plus difficile. Après ça, s'il y avait une réforme, si on pouvait échanger, si on pouvait discuter, si on pouvait proposer des choses. D'ailleurs, aujourd'hui, la FMOQ va proposer des alternatives. Tous les médecins, on est prêts à faire notre part. Mais quand on entend dire, puis c'est comme ça que mes collègues le perçoivent, qu'on est paresseux, qu'on ne travaille pas fort, qu'on travaille moins que les autres, on a toute l'impression de travailler beaucoup, puis donner beaucoup. On a donné notre vie à la médecine. En tout cas, moi, j'ai donné la vie à la médecine. Donc, quand on entend ça, c'est comme blessant. Puis, ce que Dr Barrette amène comme réforme, nous, on pense que c'est pas la bonne réforme. On pense que c'est pas la bonne chose à faire. N'empêche qu'il y a des chiffres qui sont sortis, qu'un docteur travaille à peu près 118 jours par année. Oui, écoute... Je dis pas que c'est tous les docteurs. Non, mais ces chiffres-là sont contredits par nos fédérations. Toi, ça marche pas parce que tu travailles beaucoup plus que ça. Moi, honnêtement, tous les médecins autour de moi travaillent plus que ça. C'est ça. Donc, ça ne correspond pas à la réalité que je vois. Maintenant... Sauf que tu as connu l'époque où on pouvait aller voir un docteur ou que le docteur venait à la maison. Ah oui, puis j'ai fait des visites à domicile, moi. Tu sais, la machine, il y a du sang dans l'engrenage, c'est clair. Tu sais, la société évolue aussi, Éric. Est-ce que les jeunes d'aujourd'hui vont vouloir travailler autant que nous? Probablement pas. Peut-être que non. Il y a plus de femmes aussi dans la profession. La profession est très médicalisée. Les femmes ont amené plein de positifs dans la profession au niveau de la relation humaine. Mais maintenant, s'ils veulent élever des enfants... Moi, je dirais à chaque fois, je viens dans une nouvelle médecin qui vient de commencer chez nous, elle vient de tomber enceinte, elle arrête pour 1 an. Qu'est-ce que tu veux? Je ne la mettrai pas dehors de la clinique parce que... Clair. Donc, il faut aussi respecter ces choix-là. Les femmes médecins ont le droit de vivre aussi leur maternité. Connaissant la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, est-ce que tu aurais aimé ça, avoir des enfants, Jean? Ah, j'en ai voulu longtemps. Mais honnêtement, avec le recul, je pense que c'est mieux que j'en ai pas eu parce que j'aurais pas été très disponible. Tu sais, moi, je voyage beaucoup. Tu voyais mon agenda. Bon, probablement, si j'avais eu des enfants, j'aurais adapté comme n'importe qui. Oui, bien sûr. Bon, j'ai un neveu et une nièce qui font belle affaire. C'est moins de trouble. Oui. Puis, je pense que des enfants, j'aurais été très exigeant aussi. Je sais pas si je pense que j'aurais été un bon père, mais c'est le métier le plus difficile. Je regarde mon frère, comment il a élevé ses enfants. Je trouve ça extraordinaire, l'amour qu'il donnait à ses enfants. Mais il est tout le temps là. Ils n'ont pas de repos, les parents. Non, c'est vrai. Ils sont toujours... Moi, j'arrive à la maison le soir, après une grosse journée. Tu lances le set de clés à la table, puis c'est fini. Oui, tu n'as plus rien à faire. Non, c'est ça. Je fais ce que je veux, je relaxe. Puis... Donc, c'est un gros travail d'être parent. Parlons du premier patient VIH, ce qu'on appelait la maladie des Américains. À l'époque, on en a touché un mot, mais
Moi, le premier avec qui j'ai su... Le vrai mot, en fait, je pense que c'est Rock Hudson, le premier qui m'a éveillé au VIH. Au sida, en fait, parce que lui, c'était le sida, ouais, en fait. c'est le sida. C'est un des premiers, effectivement, personnage public, c'est Rock Parce que moi, je Hudson. suis dans le domaine showbiz, je veux dire, là, j'apprends... Ça a fait un gros, Oui, absolument. la grosse affaire. C'est C'est Rock ça. Hudson, tu as raison. Moi, en fait, c'est un patient, je travaillais à Verdun, c'est en 1982, puis c'est un jeune homme qui entre dans mon bureau, qui est danseur de ballet à New York. C'est un Québécois qui est danseur de ballet à New York, puis il me dit « Je crois avoir la maladie des Américains ». J'avais à peu près peu entendu parler du sida en 82. C'est un gars qui avait plein de ganglions, il y avait de la fatigue chronique, tous les symptômes reliés au sida qui va mourir pas longtemps plus tard. Et ça a été mon premier contact. Après, ça va être un petit peu plus tard. Et là, on va suivre toute la littérature. Mais là, il y a eu Rock Hudson, il y a eu Liberace. Oui, c'est vrai. Il y a eu Magic Johnson, là, qui où- n'est pas mort, qui est toujours vivant. qui est toujours vivant. Et Magic Johnson, c'était comme le premier athlète Oui. hétérosexuel. Beaucoup de gens mettent en doute son orientation sexuelle. Tu sais, c'est comme... et ça a été, ça aussi, un grand, je dirais, au niveau des médias. Donc, c'est une maladie très, très médiatique. Hein? C'était aussi ça à l'époque. Dernier de tes 3 sujets, c'est quand tu as fondé Médecins du Monde ici au Québec et au Canada. Ah, médecine. Alors, dans les années 90, donc, en 96, la trithérapie est arrivée, donc notre vie a changé au niveau des travails. Moi, j'ai vu des miracles, hein, des gens chaises roulantes se lever. Et... Après avoir pris la trithérapie. Oui, à commencer la trithérapie. Alors, Rapidement, entre le moment où... un commence mois, à- 2 mois, 3 Ah mois. oui, vraiment. Donc, des miracles. Et là, donc, toute notre pratique a commencé à changer. Et j'avais été conseiller à l'action humanitaire pendant 1 an et demi. J'avais touché un petit peu à la politique pour M. Parizeau. Quand M. Parizeau est parti, j'ai quitté le Bureau québécois de Médecins du Monde. Puis après Médecins du Monde Canada, j'ai été 10 ans avec Médecins du Monde. Et là, je suis allé en Haïti. J'ai fait des programmes de prévention chez les femmes enceintes séropositives. Tu étais au Zimbabwe. Je suis au Zimbabwe, je suis allé au Vietnam, on a fait des projets en Afghanistan, dans des tentes. Ah, c'est une expérience extraordinaire. J'ai fait ça pendant 10 ans. Moi, je n'allais pas là sur des longues périodes. Moi, souvent, je développais les projets. OK? Donc, j'allais, je faisais des missions, puis après, je faisais le suivi des projets. On peut-tu se prendre pour Dieu, des fois? Ah ben non. Non, parce qu'on est tellement impuissant. Ouais. On arrive là... C'est le contraire, donc. Ouais. On arrive là avec des petits budgets et puis il y a des problèmes immenses. Imagine le sida en Haïti, le sida en Afrique. C'est vrai. On a rien à peu près, pas grand-chose. Beaucoup de volonté, Ouais. la volonté des humanitaires. Et on fait ce qu'on peut, mais ça nous ramène... Mais le plus... Moi, ce que m'a fait un des plus beaux souvenirs, je me souviens, je suis arrivé en Afghanistan, puis il y avait des tentes, il y avait des gens là, il y avait 10 000 personnes qui n'avaient jamais vu de médecin de leur vie. Puis là, il y avait des enfants, puis c'était un peu avant Noël, qui, leur seul jouet, c'était des roches. Donc, ils jouaient avec des roches. Et là, tu arrives ici après Noël, tu sais, comme quelques semaines après, puis c'était Noël. Puis là, je voyais mes neveux, nièces déballer les cadeaux, puis pas les regarder, tu sais. C'était prochain. Puis ça te confronte beaucoup par rapport aux inégalités des pays riches puis des pays pauvres. Donc, ce que tu développes, c'est le lâcher-prise. Tu développes... Il faut faire attention pour ne pas devenir cynique puis dire que c'est impossible de faire des changements. C'est ça la plus grande... Quand tu fais de l'humanitaire de même, il y a tellement des défis. Mais en même temps, je vais donner un exemple. Quand la trithérapie est arrivée, tout le monde disait que ce serait juste pour les riches. Mais aujourd'hui, il y a quand même 40 à 50 des gens en Afrique, dans les pays pauvres, qui ont accès à la trithérapie. C'est pas 100 mais c'est... Puis ça, c'est à cause des travailleurs humanitaires comme Médecins sans frontières, Médecins du monde, des gens qui ont fait du lobby politique. Oui, il y a le travail sur le terrain, il y a le lobby politique, et on est capable, donc, de faire changer les choses. Quelquefois, la santé n'a pas de prix, malgré le prix des pharmaceutiques. Alors, Médecins du monde, le slogan, c'est « Nous soignons toutes les maladies ». Même la pauvreté, quelque chose comme ça. Parlons-en justement de la pauvreté, parce que dans tes citations, il y a celle de Rita Chiasson-Thomas. C'est Maman, ça? Oui. C'est Maman qui disait ça. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas intelligent. Oui, c'est vrai. J'ai été élevé comme ça. La pauvreté, c'est pas intellectuel. Oui. C'est matériel. Et malgré le stigma de la pauvreté, elle se sentait vraiment... on n'était pas pauvre... à l'aide sociale, comme je disais, mais il y avait des hauts et des bas difficiles. Mais elle avait été pauvre.
à 12 ans, orpheline de père et de mère. Elle avait connu la vraie pauvreté. Et donc, elle nous a vraiment élevés comme ça. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'est pas intelligent. C'est pas parce qu'on... L'autre, c'était, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on n'a pas le droit à des soins en santé en français. Donc, tu vois dans quoi j'ai été élevé. Albert Camus, dans La Peste, avait dit « Ce qu'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. » Oui. C'est vrai, c'est dans les pires moments qu'on voit les plus belles qualités de l'être humain. Bien, le sida est un bel exemple. Alors, moi, j'ai relu La Peste récemment, puis c'est comme si je relisais l'histoire du sida. C'est quand même incroyable, la même chose. Et dans l'histoire du sida, il y a eu des beaux moments de solidarité qu'on a peut-être perdu avec la trithérapie. Il y a eu une division pays pauvres, pays riches au début. Mais il y a eu des mouvements de femmes, des mouvements de solidarité. La communauté gay a été très touchée, mais très solidaire. Tu sais, les événements qu'on a faits avec la communauté artistique. Tous unis contre le sida, Tous unis contre le sida. Donc, il y a du négatif, il y a des préjugés, il y a de la stigmatisation, mais il y a du beau. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Bernard Kouchner avait dit « Le sida, c'est aussi une maladie de la pauvreté, de l'inégalité devant les soins, l'éducation et l'information. » Bien, c'est ça que tu sais, dans plein de pays, les gens ne savent même pas comment ça se transmet, le sida. Les gens ne savent pas que le sida, c'est causé par un virus. Les enfants ne vont pas à l'école, n'ont pas d'éducation. Est-ce que le sida va avoir fait plus de victimes que la peste? Écoute, mon Dieu, je me souviens plus combien la peste a fait de victimes. Le sida a fait 35 millions de décès. Puis il y a 35 millions de personnes qui vivent avec le sida aujourd'hui. C'est pas terminé. Ouais. Donc, on est rendu dans les 80 millions. En tout cas, c'est la pire maladie du 20e siècle. Même du 21e siècle maintenant. Oui. Mais maintenant, on a plus d'espoir quand même. Oui, c'est vrai. On a plus d'espoir. On continue avec le docteur Régent Thomas. « 10 questions taillées sur mesure pour chacun de mes invités où je pars d'un mot qui m'est inspiré par mon invité et ensuite j'essaie de trouver soit des dérivés ou des synonymes. Toi, le mot que j'ai trouvé, c'est « consacré ». Et du mot « consacré », bien, il y a 15 mots et de ces 15 mots-là, j'en ai choisi 10 pour développer une question. Tu me suis, ça va, c'est correct? On va commencer avec « affecté ». Sans l'avènement du sida, en quoi notre monde serait-il différent aujourd'hui, Régent? Oh mon Dieu, c'est difficile à dire, mais c'est quand même une des pires crises de l'humanité. Il y aura en tout cas beaucoup de gens qui ne seraient pas décédés, toute notre génération, mais ça fait partie de l'histoire de l'humanité, d'apprendre, comme je disais tantôt, des meilleurs côtés puis des moins bons côtés. Puis on a perdu sûrement des gens très intelligents qui auraient changé le monde. Oui, une aussi. vision différente, tu sais. Exactement. On ne sait pas ce qu'on a perdu. Puis, tu sais, au début, les artistes ont été très touchés. C'est vrai. On a perdu des grands artistes. De grands talents, aussi. absolument. Ouais. Bénir. Dans ton domaine, est-ce que tu bénis-tu plus souvent le ciel que tu ne le maudis? Moi, j'ai eu une crise contre la religion dans la trentaine. La position face à l'homosexualité, un peu ce que les Québécois ont vécu aussi. Puis j'ai été élevé dans un milieu religieux, puis je me suis retiré. Aujourd'hui, je suis comme... Es-tu une personne... Je crois pas. Je crois pas du tout. Non. Donc, tu n'as aucune foi, en fait. On n'appelle pas ça... non? Non. Fait que toi, on se finit. Il n'y a rien. Il y a toi et c'est tout. C'est ça? Quand je finis... On dirait que c'était comme... Moi, j'étais croyant quand même, mais j'ai eu beaucoup de révolte envers l'Église. Puis c'est pas revenu? Non, c'est pas revenu. Est-ce que tu penses que quelques instants avant le dernier souffle, tu retrouveras cette foi-là que tu avais? Bien, c'est sûr que j'aimerais mieux croire que pas croire, parce que c'est très plate de penser qu'il n'y a plus rien après. Non, parce que là, c'est comme une falaise, puis c'est fini. Oui, là, veux dire, oui. C'est très plate de penser qu'il n'y a plus rien après. Mais malgré tout, je ne suis pas vraiment... OK. Dédié. On a consacré des sommes faramineuses à la recherche sur le VIH-Sida. Est-ce qu'on en a eu pour notre argent, tu penses? Bien, je pense qu'on n'a pas assez consacré, moi. Ah oui? Oui. Je pense que par rapport à ce que ça nous coûte aujourd'hui en vie humaine... C'est vrai. Je veux dire, quand tu dis qu'il y a 35 millions de décès, de personnes décédées,
Puis il y a eu des hauts et des bas. On consacre depuis quelques années des montants corrects. Mais tu sais qu'aujourd'hui, Éric, on a toutes les possibilités de dire dans 10 ans, il n'y aura plus de sida. Parce que... Ça, je l'entendais il y a 10 Ouais. ans, non? Non, mais oui, mais pas pour les mêmes raisons. 10 ans, on pensait qu'on aurait un traitement Ouais, curatif, c'est ça. qu'on aurait un traitement... Moi, pas dans ce sens-là. Maintenant, on a un traitement qui fait que si la personne est traitée, elle n'est plus contagieuse ou le risque est diminué de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si tout le monde aujourd'hui était dépisté, tout le monde était mis sous trithérapie, il ne pourrait pas y avoir de nouveaux cas. Donc, on a tous les moyens pour dire qu'il ne pourrait plus y avoir de sida. Donc, tu me parles d'un vaccin, c'est pas? Non, je te parle de la trithérapie. Une personne est Non, mais s'il n'y a plus le sida éventuellement... Mais il n'y aura plus de nouveaux cas. Ah, OK. Il va mourir de lui-même. OK, je Il n'y aura comprends. plus de nouveaux cas. 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, peu importe, où il y aura un ou deux ou quelques cas exceptionnels. Penses-tu de ton vivant qu'on va trouver justement le traitement là, pour... Le traitement curatif, Oui. je suis pas sûr. Tu sais, avant, on ne croyait pas à la guérison du sida, puis il y a un patient dans le monde qui est guéri du sida. On l'appelle le patient de Berlin. C'est un Américain qui, tu sais, qui à peu près moins d'1% de la population a un gène qui le rend résistant au sida. Il ne peut pas l'attraper. Ça avait été étudié chez des prostituées qui avaient eu des milliers de partenaires en Afrique. Puis on avait réalisé qu'elles ne contractaient pas le sida. Alors, ce patient-là, il a fait 2 leucémies. On lui a fait un transfert, une greffe de moelle osseuse avec le gène résistant et il est guéri. Il a guéri de ses 2 leucémies et il a guéri du sida. Alors, ça veut dire que c'est possible de guérir du quelque sida. chose. Oui. C'est pas facile pour le moment, donc je ne sais pas de mon vivant. J'aimerais bien que le vaccin de mon vivant existe. Ça, c'est peut-être l'échec de la lutte au sida actuellement. Destinée. As-tu l'impression que c'était ta destinée que d'être médecin ou tu aurais pu faire autre chose? Bon, on a parlé un peu. J'aurais pu faire autre chose, mais j'ai l'impression que c'est ma destinée. J'ai C'est l'impression... pas d'hasard, hein? Moi, j'ai toujours... ce que j'aime de la médecine, c'est la science. Moi, je suis quelqu'un de curieux, c'est pour ça que je suis allé en médecine. Moi, j'aime aller dans les congrès encore. Là. Tu sais, les gens disent, ben oui, on t'apprend plus rien. J'ai toujours l'impression C'est la d'apprendre rencontre, en quelque plus, chose. c'est l'échange. La rencontre, mais j'aime apprendre. Mais en plus, il y a ce côté artiste dans le médecin, dans la médecine. Donc, c'est vraiment une profession qui était comme idéale pour moi. Entériné, as-tu le sentiment que nos gouvernements en font assez en matière de santé publique? Oh non. Ça va être de pire en pire. Je veux dire, les budgets, pendant toutes les campagnes électorales, tout le monde parle de prévention. Puis, as-tu entendu parler de prévention Non, depuis pas un an? beaucoup, non. Pas beaucoup. Sacré. Qu'est-ce qui est sacré pour toi? La vie. Scellé, comme l'issue. Si nous pouvions trouver immédiatement un remède pour une seule de ces 3 prochaines maladies, le sida, le cancer ou l'Alzheimer, je choisirais lequel? Bien, on ne peut pas répondre à ça. Mais je veux dire, les gens comprennent, puis c'est là peut-être ta question est importante, toutes les recherches qu'on fait Amène vers d'autres choses. amènent vers d'autres C'est choses. ça. Puis il y a des recherches qu'on fait sur le sida qui amènent vers le cancer, Ouais. puis il y a peut-être des recherches qu'on fait sur le cancer vont qui amener amènent vers l'Alzheimer. Exactement. Se dévouer. Lorsque l'on se dévoue corps et âme à son prochain, est-ce qu'on en arrive à s'oublier soi-même? As-tu une vie personnelle riche, Régent? J'ai une vie personnelle riche en amitié, mais j'ai certainement laissé de côté une vie amoureuse, une vie familiale, une vie... mais dans tout ce que j'ai vécu dans les 30 dernières années, je suis vraiment entouré d'amis. C'est la chose la plus importante pour moi, c'est l'amitié. Puis d'être aimé aussi, Régent. Mais je reçois beaucoup de témoignages d'amour. Sais-tu qui sont les personnes qui arrêtent le plus pour me dire merci Non. dans la rue? Les itinérants. C'est tellement bizarre. Pourquoi eux? C'est pas les gays. Ben non, c'est ça. C'est les itinérants. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une petite hypothèse. Bon, on en soigne beaucoup à l'actuel. Ces c'est gens-là, probablement pas ces pour ça, gens-là par lisent exemple. les journaux, Oui, ben sont oui. éduqués, et j'ai l'impression qu'ils comprennent que j'ai un respect pour eux, puis qu'on travaille, puis qu'ils font partie, moi, dans ma classe de gens que j'ai le goût de défendre socialement, ils en font partie. Mais en tout cas, c'est les gens qui m'arrêtent le plus souvent. C'est vrai, je t'ai pas posé la question. Tu as pensé quoi de l'affaire Joël Legendre? Écoute, moi, je trouve ça très triste. Je trouve ça très... J'aime pas les procès sur la place publique.
Puis, je veux dire, OK, il a fait un acte difficile, peut-être, à accepter socialement, mais moi, je ne serais pas le premier à juger, certainement pas. Puis, moi, descendre des gens sur la place publique comme ça, là, je trouve ça... Est-ce que c'était du gay dommage. bashing? As-tu l'impression qu'on a fait un peu de Il y en a. Oui. Il y a de l'homophobie, c'est clair. Se dévouer lorsqu'on... Ah, ça, je te l'ai dit, excuse-moi. Utiliser. Qu'est-ce que les gens n'utilisent pas assez? Bien, souvent, les gens ont l'impression qu'il faut la connaissance. Tu sais, des fois, il y a des gens qui vont me consulter, écoute, j'ai un frère en train de mourir ou une mère malade, puis je ne sais pas comment réagir avec. Mais ça, on ne l'a pas appris, nous autres non plus. Là. Non. C'est vraiment utiliser nos instincts. Notre senti. Notre senti, nos instincts, puis c'est plus facile. Faut pas chercher, là. Faut aller naturellement. As-tu plus foi en l'homme ou au pouvoir divin, Régent? En l'homme. Je suis un humaniste, je pense. Donc, je crois à la possibilité... Tu sais, on fait beaucoup de mauvaises choses comme homme, comme être humain. On pense à l'environnement, on pense à d'autres choses. Mais si on se dit, si on est capable de faire toutes ces mauvaises choses-là, on est capable aussi de faire des bonnes choses. Puis il se fait aussi des bonnes choses. Ouais. Puis l'important, comme dit mon chum qui est justement atteint du VIH, c'est le piton total, hein, au bout. Ce que tu auras fait là, de ta vie, là, c'est pas vrai que tu fais juste du plus, puis c'est pas vrai que tu fais juste du moins. Non. Exact. Oui, c'est un peu ça, parce qu'on fait des erreurs. Tu parles de Joël Legendre. Tout le monde fait des erreurs, tu sais, puis c'est pour ça que j'ai toujours de la difficulté. Moi, je suis entouré de gens dans ma pratique qui ont fait des erreurs. J'ai des prisonniers, j'ai des toxicomanes, donc, j'ai toujours eu de la difficulté à juger vraiment les gens. C'est de les accueillir un peu, c'est un peu prêtre, là, mais c'est des... J'aurais fait... Ta grand-mère serait fière de toi, là, hein? Tu sais, c'est de les accueillir un petit peu sans juger, parce que... Et c'est ma mère qui me disait ça aussi. On ne connaît pas leur passé. Non, les gens qui arrivent dans la rue là, à s'injecter des drogues 30 fois par jour, là, Parce qu'il y a une raison derrière. il y a une raison. OK. C'est la conclusion de mon entrevue avec le Dr. Régent Thomas. Peux-tu croire que c'est déjà la fin? C'est fou, hein? Oui. Mais en même temps, c'est tellement un privilège de prendre le temps de parler. Exact. On est toujours dans le vide. Clinique L'Actuel, c'est une de tes grandes causes. Je dis cause, mais en fait, tu te dévoues, tu es encore là régulièrement. Tous les jours. Tous les jours? Je vois des personnes tous les jours encore. Tu parles d'amitié, de collaboration avec l'équipe Clinique L'Actuel. Tu veux dire quoi par ça, Régent? Bien, quand on a eu des périodes difficiles, de 90 à 96, Éric, le sida était la première cause de mortalité chez les hommes au centre-ville de Montréal, de 25 à 40 ans. Donc, on a des collègues qui sont décédés, on a des amis qui sont décédés, pas juste nos patients. Donc, on se rencontrait, on a ce qu'on appelle à la clinique un petit lieu où il y a les dossiers, on appelle ça un cochon. On se rencontrait là, puis souvent on pleurait. Mais on s'est tellement tous supportés comme équipe, médecins, réceptionnistes, tout le monde. Alors, c'est vraiment la chance d'avoir une équipe comme ça qui fait qu'on continue. On fait pas ça tout seul, là. Non, c'est une deuxième famille, d'une certaine façon, la façon dont tu m'en parles. C'est une mal ça, famille, oui. Bon, clinique à rue McGill, Oui, dans le Vieux-Montréal. c'est comme l'Actuel. Oui, mais c'est plus orienté un petit peu santé il y a plus de dépistage, on fait moins de suivi. Santé sexuelle, santé des femmes aussi beaucoup. Engagement social et politique, toujours. Bien, c'est important, l'engagement. Moi, mon engagement, j'ai passé proche de faire de la politique, ça n'a pas fonctionné. Aucune amertume envers ça, peut-être content que c'est pas. C'est finalement peut-être pas une mauvaise affaire. Oui. Puis mon engagement social, bien que ce soit avec... Je pense que tu changes plus de choses comme ça, tu vois. En tout cas, que ce soit avec Médecins du Monde, que ce soit à l'Actuel, que ce soit à différentes causes. C'est ça qui rend les gens heureux, hein? Tu le vois, les gens qui sont engagés, qui vivent des choses, autre chose que la rapidité, la superficialité, les choses trop rapides. L'engagement, là, c'est vraiment... Ça peut être l'engagement amoureux, l'engagement d'amitié, l'engagement social. Justement, tu vas aimer ma citation. À la fin de chacune des émissions, je choisis une citation pour mes invités. Celle que j'ai choisie pour toi, elle vient de Benazir Bhutto, ancienne première ministre au Pakistan, qui avait été assassinée à l'âge de 54 ans le 27 décembre 2007, qui avait dit en l'an 2000 «
Diriger, c'est se dévouer une idée, à un rêve, une vision de ce qui peut advenir. Dans le fond, c'est ça. Oui, c'est ça. Puis oui, il faut de la vision aussi un peu. Moi, je dis toujours que c'est arrivé un peu par hasard, mais j'ai l'impression qu'il y en avait un peu. Et merci de ta vision, merci de ton implication, puis merci de ta visite ici en studio. Réjean. Merci à toi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. On n'est pas pressé. Au revoir tout le monde.